Mais aujourd'hui, c'est incroyable. C'est un lever de soleil, c'est un coucher de soleil, c'est de la brume, c'est de la brume de chaleur, c'est un froid terrible, c'est de la glace, c'est de la neige. Enfin, et tous ces trailers, ils sont toujours en admiration de ça et ils banalisent rien. Salut à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du LTP. Et dans cet épisode, je reçois les responsables de la section de trail du club d'Aix-Athlée-Provence, qui fait lui-même partie de l'entente Athlée-Provence Club. Et c'est un club qui est devenu le deuxième club d'athlétisme de France et qui a créé en 2013 sa section de trail et qui compte aujourd'hui plus de 130 adhérents. Mes invités sont également les organisateurs du Trail de mi-mai qui aura lieu le 15 mai 2022 et qui propose 3 formats de course, 13, 27 et 47 km avec respectivement 600, 1550 et 2800 mètres de dénivelé positif. Nous discuterons de leur histoire de vie et de leur parcours sportif, de leur rencontre avec le trail running, des difficultés et des satisfactions rencontrées lorsqu'on a la responsabilité d'un aussi gros club, surtout lorsque cette activité est effectuée en parallèle d'une vie professionnelle bien chargée. Nous parlerons également de l'histoire de la création du Trail de mi-mai, de leur vision de la communauté des trailers et de bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Nathalie Robin et Éric Bonnet. Salut Nathalie, salut Éric. Bonsoir. Salut Nico. Merci de votre accueil chez vous. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour votre accueil au sein de la section de trail d'Aix-Athlée. Vous m'avez accueilli en tant que stagiaire dans le cadre de ma formation professionnelle et je tenais aussi par la même occasion à remercier Thomas Pigois et Olivier Jean de la société Expert Sport Coaching qui m'ont accueilli au sein de leur structure. Donc merci tout d'abord. Avec plaisir. On va commencer par Nathalie. Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots si possible? En quelques mots, ça va être très difficile. Je suis assez bavarde. Donc j'ai 60 ans cette année. C'est pour moi une vraie date, donc je commence par ça. Mais si je repars un peu à l'inverse de la chronologie de ma vie, j'ai commencé passionnée de sport et d'équitation plus particulièrement. J'ai un brevet d'éducation sportive, spécialité éducation, que j'ai passé à l'École nationale de Saumur. J'ai enseigné pendant 15 ans et j'ai monté dans des compétitions au niveau national. Ça a duré jusqu'à 35 ans et là je me suis dit que j'allais mal vieillir dans ce sport et qu'il fallait que je fasse autre chose. À ce moment-là, mon père avait une petite structure qu'il avait donc montée, une petite société qu'il avait montée à Aubagne et il m'a proposé de venir le rejoindre. En 94, j'ai arrêté l'équitation et j'ai travaillé avec lui. Et puis sans lui, parce qu'il m'a laissé la responsabilité de l'entreprise en 97-98. Et aujourd'hui, je suis dans un projet de session pour avoir le plus de temps possible pour faire autre chose que de travailler et de courir pour aller m'occuper de la section trail ou faire d'autres choses, de prendre les choses avec plus de recul et plus de facilité. Ok, très bien. Merci beaucoup. Éric, à toi? Alors moi, aussi passé sportif depuis assez jeune, Ouais. Depuis l'âge de 10-12 ans. Alors je dis quand même pour aller avec Nathalie, j'ai mon premier degré d'équitation. Aussi. Voilà, que j'ai eu à l'âge de 10-12 ans, je sais plus, voilà. Mais l'équitation, ça plaisait à ma mère, mais moi pas du tout. Donc je me suis retrouvé un jour dans une salle de judo. Et j'ai eu l'illumination et je me suis dit c'est vraiment le sport de ma vie, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé à l'âge de 12 ans et j'ai arrêté après à l'âge de 22-23 ans parce que activité professionnelle et familiale un peu trop forte pour pouvoir gérer en même temps un sport très exigeant. Et puis voilà, donc après, j'ai basculé sur la course à pied parce que c'était quelque chose que je pouvais faire quand je voulais. Et ça, c'était important parce que j'avais des horaires de travail assez contraignants. J'ai travaillé dans la publicité. D'accord. Pour les grandes agences, pour Publicis, etc. Et donc, j'ai eu une vie professionnelle assez dense. Voilà. Et puis, j'ai fini par créer ma propre société début des années 90. Et j'ai pris
officieusement ma retraite il y a 1 an. Mais en fait, je continue beaucoup à travailler et à m'investir aussi dans la section, bien sûr. D'accord, parfait. Voilà. Je reviens vers toi, Nathalie. J'aime bien, dans mon podcast, commencer par l'enfance, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi et ta relation avec le sport? Tu en as parlé un petit peu juste avant, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Ah oui, moi je viens d'une famille de sportifs. Mon frère et ma sœur étaient moniteurs de ski. Ma sœur était aussi monitrice de voile. Mon père skiait beaucoup, roulait en moto. Ma mère faisait du vélo. Enfin, je suis vraiment née dans une famille de sportifs. Donc naturellement, on est beaucoup plus orienté sur le ski que sur autre chose. Donc on m'a mis dans ce schéma de ski un peu à outrance avec de la compète derrière et tout, et moi je lorgnais sur l'équitation. À 12 ans, j'ai dit j'en ai marre du ski, mon frère, ma sœur, si vous voulez continuer, mais moi c'est l'équitation. Donc là la famille s'est un peu scindée. Ma mère m'a pris un peu sous son aile pour me faire mon équitation entre guillemets et suivre cette logique de compétition normale, et mon frère et ma sœur sont restés au ski. Et ça a toujours été quelque chose qui a, je dirais, formé notre famille. On n'a pas fait d'études, ni les uns ni les autres, mais quand on est sorti avec ou sans le bac, mon père nous a dit, faites moniteur de ski, faites moniteur de voile, faites moniteur d'équitation. Pas une seule fois, on nous a dit, inscris-toi à la fac, fais des études ou deviens prof d'anglais, quoi. Voilà, chez nous, c'était une suite logique, qui n'était pas remis en cause par aucun de nous trois, parce que en plus c'était cool, parce que quand t'as 18 ans, tes parents te disent, deviens moniteur d'équitation, moniteur de ski, fais du sport. C'est cool. Tu vois, c'est cool, quoi. C'est clair. Tu te frottes les mains. Et finalement, on est tous partis là-dedans, et ça a très bien fonctionné. Et ce qui m'a fait vivre avec cette équitation pendant une quinzaine d'années. Et après l'équitation, c'est un sport difficile, et puis l'enseignement est un sport difficile, quel que soit le sport d'ailleurs, mais quand il est en extérieur comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, je me suis dit que je change d'orientation professionnelle, et je me suis mis à travailler dans l'industrie. Et là, il fallait que je trouve quelque chose qui me convienne, je dirais, physiquement, mais aussi structurellement dans ma vie de tous les jours. Donc il fallait que ça soit vite, et vite fait, bien fait. Et j'ai trouvé que la course à pied, ça pouvait être vite fait, bien fait, parce que en 1 heure, tu peux te dézinguer bien. Alors que si tu fais du vélo, il faut 3 heures pour vraiment te défoncer. Voilà. Donc la course à pied, pourquoi pas. Puis il y avait le mythe toujours de le marathon de New York, le ceci, le cela. Donc j'ai commencé par là, j'ai vite arrêté la route, et puis après j'ai commencé le trail. C'était en quelle année que ta rencontre avec la course à pied? Ma rencontre, je crois que j'ai fait, c'est les années 2000. Donc j'ai dû faire quelques marathons entre 2000 et 2005. Et puis après, je me suis vite orientée sur le trail, mais la section trail n'existait pas. Le trail, c'était quand même pas aussi déterminant, enfin aussi usuel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde en fait. C'était pas démocratisé, quoi. C'était pas démocratisé, donc et puis les femmes, on était un peu moins vues et reconnues que les hommes, donc c'était un peu plus compliqué. Et ensuite, j'ai donc intégré Aix-Atlet-Provence en faisant des petites courses à droite à gauche comme ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui faisaient du trail, dont Eric. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. J'en ai marre de la route. Moi, j'ai envie de me grimper les montagnes et puis de les descendre aussi. Et puis, c'est là que ça a vraiment commencé. D'accord. Eric, toi, pour revenir un petit peu en arrière aussi, dans ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi, et surtout ta place, la place du sport dans ton enfance. Alors, moi, c'est l'opposé total de Nathalie. Ouais. Je suis d'une famille qui était absolument pas sportive. D'accord. J'ai eu 3 enfants qui ne font absolument pas de sport. Je pense que j'ai écœuré toute la famille. Par contre, moi, ça a été une découverte. Enfin, ça a été l'accomplissement de comprendre, de maîtriser mon corps, de faire ce judo qui est quand même un sport très exigeant, très formaté, très normé. Qui donne aussi beaucoup de bases, beaucoup de cadres. Voilà, qui demande, qui est un sport de réflexion aussi, parce que c'est pas qu'un sport d'action. Il faut être un peu malin. C'est à la fois de la technique et c'est à la fois un peu de réflexion et beaucoup d'anticipation. Et j'ai adoré ce sport. Alors
Après, c'est un sport, pour le pratiquer, il faut, pour réussir. Moi, j'ai côtoyé les championnats de France quand j'étais minime, mais bon, j'ai pas pu aller plus loin parce qu'après ça devient un métier. Je pense que si on veut faire ce sport au niveau qu'il y a aujourd'hui, même au niveau qu'il y avait il y a 30 ans ou 40 ans, c'était déjà un sport de... Il faut s'y dédier pleinement. Il fallait s'y dédier pleinement, il fallait faire 4-5 séances par semaine et tout. Tu en as fait jusqu'à quel âge ? Surtout être dans un grand club. Alors moi j'avais la chance, j'étais à Nevers. D'accord. Donc dans un club qui avait une très bonne réputation, avec un très bon maître. Ensuite je suis allé à Nice, j'ai passé un peu de temps avec Maître Alary qui était un très du très haut niveau à l'époque. Et puis je suis revenu à Nevers et puis là j'étais le champion de la région. Voilà. Et puis après j'ai passé les grades bien sûr, ceinture noire, etc. Mais ça c'est pas très important. J'ai dû mettre un terme à la compétition à l'âge de 20 ans. D'accord. Parce que je voyais d'abord que je pouvais pas faire plus que ce que je pouvais faire et que ce sport exigeait bien davantage. Voilà. Donc après je suis rentré dans la vie professionnelle. Et je détestais la course à pied. Vraiment, quand j'étais gamin, c'était le truc horrible. C'était vraiment la punition. Et quant au judo, il fallait faire un peu de course à pied. Vraiment, c'était... Quand est-ce qu'on se retrouve sur le tatami, quoi. C'était vraiment le truc. C'était juste pour préparer sa saison. Exactement, quoi. Voilà. Pour travailler un peu le cardio. Exactement. Et finalement, j'en ai fait un peu l'armée de la course à pied, et puis après j'en ai fait. Il fallait que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que le fait d'arrêter un sport comme le judo, il fallait que derrière j'ai une activité qui me permette à mon corps de s'exprimer, qui m'octroie des moments de liberté. Et la course à pied, ça s'est imposé relativement naturellement, parce que comme Nathalie, c'était le truc que tu pouvais faire le plus simple. Vraiment, tu aménages la course à pied dans tes temps libres. Voilà. Au début, c'était juste une petite passion. Et juste pour l'histoire, il y a un copain qui m'a envoyé un SMS. On est quoi ? On est le 18. Voilà, je crois que c'était samedi, en me disant, cher ami, je te rappelle que nous avons fait notre premier marathon à Venise en 1991. D'accord. Voilà, il y a juste 40 ans. D'accord. C'est incroyable. Voilà. Donc premier marathon que j'ai fait, mais vraiment en touriste, j'ai dû mettre 4h40 ou un truc comme ça. C'était à Venise. Et j'ai pas pu marcher pendant une semaine derrière. Je crois que la distance la plus longue, puisqu'à l'époque on s'entraînait absolument pas, c'était vraiment pour rigoler, on s'était tapé dans la main en disant on va faire ça. Et la distance la plus longue d'entraînement que j'avais faite, c'était 15 km. D'accord. Voilà. Et on s'est lancé sur un marathon, je l'ai payé un peu cher. Et j'en ai refait un deuxième après parce que je me suis dit quand même, il faut pas rester sur un échec. Ça a été un deuxième échec. Et après je me suis entraîné, je suis rentré dans un club. Voilà. Et après ça a été c'était plus facile, on va dire. Nathalie, tu disais tout à l'heure que tu as commencé à faire de la course à pied aussi comme Eric par le bitume. C'était comment le milieu de la course à pied à l'époque, le trail n'existait pas, on est d'accord, ou très peu. Très peu, ouais, très peu. C'était comment le milieu de la course à pied quand tu pratiquais les courses route? Alors d'abord, à l'inverse d'Eric, j'en ai peu pratiqué parce que j'ai pas aimé ça. Donc je l'ai fait parce que autour de moi ça se faisait, le club le faisait, et puis donc je restais dans cette mouvance un peu collective là pour pas me décaler complètement de l'esprit qu'il pouvait y avoir. Mais c'était toujours une performance. C'était obligatoirement une performance. Donc moi, comme je suis arrivée assez tard et que j'étais assez volontaire, je suis rentrée dans ce truc de performance, voilà. Et ça me plaisait pas forcément, et pas tout le temps en tout cas. D'accord. Et quand j'ai commencé à courir dans la colline, je me suis dit que c'était vraiment mieux, quoi. Donc c'est une culture, c'est un esprit qui est totalement différent. Et il y a le trail, on prend vraiment du plaisir, vraiment souvent. Et la course à pied, la course à pied pour moi, la route, c'est plus de la performance. Voilà. C'est pas le même état d'esprit, quoi. C'est pas le même état d'esprit. C'est différent. Et est-ce que tu peux revenir sur ta rencontre avec le trail? Tu te rappelles de ton premier moment de trail?
Oui, je m'en souviens très très bien. J'étais déjà avec Satelet et on était complètement ébahis parce que il y en avait quelques-uns qui faisaient des trails qui nous paraissaient complètement dingues. Par exemple, Eric qui faisait le trail de la Sainte-Victoire ou ce genre de trail qui faisait 50-60 kilomètres. Et pour nous, c'était juste complètement incroyable. Donc on se dit, on va aller courir au même endroit et puis peut-être pas plus longtemps, mais on va faire comme eux, quoi. Et là, on rentre dans une dynamique où on grimpe, on descend, et puis on se laisse complètement submergé par cette découverte des sentiers, parce qu'on les découvre aujourd'hui, c'est notre jardin, on les connaît par cœur, mais il y a presque 20 ans maintenant, c'est une découverte de paysages et puis de sensations et puis de convivialité, parce que quand on veut s'arrêter, on s'arrête, quand on veut prendre une photo, on prend une photo, quand on veut rigoler, on rigole, et quand on attend le copain, on l'attend. Et sur la route, c'est jamais ça. Par contre, moi j'ai jamais vu sur la route des gens s'arrêter, prendre une photo, ça n'existe pas. Non. Tandis que nous les trailers, c'est tout le temps, c'est en permanence. Donc on se demande pourquoi on va prendre une photo, juste parce que on jouit du moment présent, quoi. Et c'est, mais aujourd'hui c'est incroyable, c'est un lever de soleil, c'est un coucher de soleil, c'est de la brume, c'est de la brume de chaleur, c'est un froid terrible, c'est de la glace, c'est de la neige. Enfin et tous ces trailers, ils sont toujours en admiration de ça, et ils banalisent rien. Les photos sur le WhatsApp du club, c'est incroyable. Ça fait 10 ans que c'est les mêmes photos. Et ils sont toujours ébahis. Et nous, on les regarde. Oh, c'est génial, ce coucher de soleil, c'est génial. Mais ça fait le 150e qu'on voit. Et on se lasse pas. Et c'est ça le trail. C'est toujours cette découverte d'une différence, je dirais, dans un environnement qui est tellement changeant, qui est tellement incroyable. C'est jamais la même chose. C'est jamais deux fois le même lever de soleil ou coucher de soleil. Tandis que la route, c'est la route, quoi. Le bitume, c'est le bitume. C'est clair. Eric, ta rencontre avec le trail running, tu t'en rappelles? Alors moi j'ai fait comme j'étais avec Satelet, je faisais de la route, de la piste, de la route, voilà, j'ai fait une quinzaine de marathons. Et puis avec un copain, Michel, on allait souvent à la Sainte-Victoire. Voilà, c'était un peu notre poumon. On allait courir un peu le dimanche, voilà, puis mais sans faire de trail. C'était simplement des petites sorties off. Voilà. Et puis il y a eu le premier trail de la région, je crois que c'était le trail de la Sainte-Victoire. Et ça a été un peu un défi, encore une fois, c'est-à-dire de se dire tiens, on tenterait bien quelque chose de différent, et comme on va jouer là-bas tout le temps, peut-être que on devrait essayer ce genre de truc. À l'époque, on n'était pas équipés. Enfin bon, c'était vraiment. Je crois que la première édition, c'était début des années 2000. C'était donc, Serge Cordier déjà. C'était déjà Serge. Ouais. Oui, c'était déjà Serge. Et on s'est lancé sur, je sais pas, il devait faire 55 km, mais pour nous, on faisait notre froc, quoi. C'était, on n'avait jamais fait plus de 42 km. Vous étiez préparé correctement? Donc, on était surpris partout, parce que on n'a pas fait d'entraînement, bien sûr, spécifique pour ça, parce que d'abord, il n'y avait pas d'entraînement, ça n'existait pas. Donc on a dû tourner autour de la piste et puis monter 2-3 côtes. Et puis on a fait ce trail. Alors bon, comme on était quand même assez entraîné, ça n'a pas été horrible, mais j'ai quand même souvenir de crampes phénoménales à la fin. C'était quand même un peu dur. Donc pour toi c'est ça ta rencontre avec le trail. Et là il y a eu le ver dans le fruit. C'est-à-dire que bon, j'ai continué parce que le trail était pas du tout, ça avait pas démarré encore. Donc j'étais encore dans ce truc marathon, piste, voilà. Et performance. Dans une logique, je veux dire, c'est deux sports différents. Moi aujourd'hui, j'en ai vraiment une pleine conscience. Le running et le trail, c'est deux sports différents. D'abord, on travaille pas on travaille pas de la même façon, c'est un esprit qui n'a rien à voir. Et ça a été un peu notre difficulté dans la création de la section, je sais pas, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais effectivement c'est un esprit complètement différent, puisqu'on tout d'un coup on arrête de regarder la montre quand on fait du trail, on regarde autour de soi. Voilà, ça je crois que c'est une grande différence par rapport à la route et par rapport au marathon, où chaque seconde qu'on a perdu au kilo c'est une catastrophe. Voilà.
j'ai fait ça, donc j'ai continué à faire pas mal de routes, et puis après c'était un peu l'escalade, c'est-à-dire la route c'est pareil, on a dit bah tiens, on va faire les 100 km de Millau, alors on a fait les 100 km de Millau, et puis il s'est trouvé qu'à un moment donné, à force de faire de la colline, on avait avec justement mon copain Michel, ma fille était à La Réunion, et lui, sa belle famille était à La Réunion, et quand on est allé à La Réunion, bah on s'est dit tiens, et pourquoi on n'essaierait pas de faire cette fameuse diagonale? Donc on a regardé un petit peu et tout, et là on s'est quand même un petit peu entraîné. Et c'était notre premier ultra en 2009. 2009. Donc on a vécu cette expérience. Alors pour moi ça a été là aussi une claque phénoménale, vraiment une révélation. Première expérience d'ultra. Première expérience d'ultra. Quand pas par le plus simple. Première fois même que je faisais, je crois que j'avais dû faire peut-être le trail des écrins ou un truc comme ça, 70 bornes, mais là il faisait quand même 142, La Réunion à l'époque, et ça a laissé des souvenirs, mais pour toujours, pour la vie quoi, hein, c'est gravé. Vous l'aviez fait à deux? On l'a fait à deux, ouais. On l'a fait à deux avec Michel. On s'est pas dissocié de toute la course, avec des moments de mieux et de moins bien, un coup l'un, un coup l'autre. Cette réunion, ça te pète à la figure. C'est-à-dire, on est parti sous une pluie battante. On est arrivé au sommet du volcan. Il faisait 6 degrés. On était complètement congelés au petit matin. Ensuite, on a traversé, on est descendu à Sillaos, on a traversé Mafat, on est revenu sur Saint-Denis. Ça a été, mais vraiment, je crois que j'ai encore en mémoire, je vais pas dire chaque minute, mais beaucoup de moments sont encore très 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 présents à l'esprit, ce qui est pas le cas de beaucoup de marathons, par exemple, où j'ai un peu perdu le. Tu peux dire que c'est à ce moment-là que t'as vraiment alors à ce moment-là, tourner la page, dans le sens, t'es passé le trailer en mode trailer. Et puis, oui, tout à fait, parce que j'ai compris que c'était autre chose. D'abord que les deux étaient pas franchement compatibles, donc j'ai dû faire un dernier marathon que j'ai foiré d'ailleurs, qui était Niscan, voilà, où Nathalie m'avait entraîné en me disant faut que tu suives tel régime, tel machin, tel truc, ça a été une catastrophe. Et j'ai dit bon, c'est fini, ça, ok. Ça c'est donc fait. J'ai pas de regrets. Et puis bon, le trail c'est quand même un truc qu'on a commencé tard. C'est-à-dire que nous le trail c'est à 50 ans qu'on l'a découvert. Hein, moi j'ai peut-être fait mon premier trail à 45 ans, mais vraiment c'est autour de la cinquantaine qu'on a commencé à se lancer dedans à corps perdu, c'est le cas de le dire. Et 50 ans c'est tard. C'est tard pour se lancer des défis. J'en vois, on en a pas mal qui ont fait le tour des géants là, ces dernières années. C'est un truc que je ferais pas, mais que j'aurais fait 10 ans plus tôt, quoi. Enfin, voilà, nous on est un peu limite, quoi. Voilà. On a brûlé toutes nos cartouches. Alors on y a été franco, hein, puisqu'on a fait. Moi j'ai refait La Réunion avec Nathalie, elle en parlera. 2 ans après on a fait l'UTMB, après on a fait 2 fois le marathon des sables. Enfin, ça a été de la boulimie du trail, de la distance, de l'ultra, des conditions de course incroyables, par tous les temps, voilà. Tes premiers temps, Nathalie, toi, en ce qui concerne la pratique du trail, tu t'es mis de suite aussi, un peu comme Eric, sur des distances assez costauds ou Tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire que j'ai voulu faire l'Ubaï, je pense que c'était l'Ubaï, c'était un 72 km. Donc ça a été mon objectif de ma première année. De ta première année? Oui, de ma première année. Donc j'ai fait 4 trails avant. J'ai fait 2,25, 1,40 et après le 72. C'était la première année. Et comme j'étais complètement novice et que dans le club il y avait pas encore de vraiment de section trail, j'ai pris des plans d'entraînement, je discutais à droite à gauche, j'allais voir Patrice Marmé, je lui dis qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je fais. Thomas Pigois à l'époque avait fait un petit stage, il y avait personne, on était 2 dans le stage. Voilà, donc j'ai essayé de prendre le plus d'informations possible autour de moi pour arriver à boucler ces 72, et je les ai bouclés assez correctement, et je dirais même avec le recul
presque assez facilement. Parce qu'avec une volonté et une envie de passer la ligne complètement incroyable. Et je sais pas s'il pouvait rien m'arriver. Il pouvait absolument rien m'arriver. C'est à ce moment-là que toi aussi tu chopes le virus du trail ou c'était avant? Et après ça a été fini. Après j'ai jamais plus fait un marathon, j'ai jamais plus fait une course nature, j'ai plus jamais rien fait. Et j'ai fait que du trail et comme on s'est rencontrés juste à ce moment-là, et ben on a fait la Réunion, le marathon des sables, l'UTMB, enfin pas Millau mais les Templiers. Enfin bon voilà, plein d'ultras. On va dire. Comment les classiques. Les grands classiques, on les a fait avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de difficultés, jusqu'au bout du bout. Et après, c'est vrai que il y a un âge où quand on n'a pas commencé très jeune le trail, c'est pas si facile que ça de continuer sur ces distances-là. Donc maintenant, c'est un peu différent. On trouve notre bonheur et notre motivation après à organiser ou à regarder les autres ou à structurer cette section trail où on doit avoir en 10 ans d'existence pratiquement je dirais, j'ai pas compté mais peut-être plus de 25 UTMB. Dans la section, plus de 25 personnes. Le diagonal, peut-être une petite dizaine. Le marathon des sables, 7-8. Enfin voilà. Donc maintenant, c'est aux autres de faire. Et nous, on est là pour encadrer et pour structurer différemment. On a plusieurs tours des géants. On a une traversée des Pyrénées quand même. Oui, on a du beau palmarès à la section. C'est plus le nôtre, mais c'est pareil. Bon, on va revenir un petit peu sur vos défis à vous, que vous avez partagés notamment tous les deux. Eric, je suis désolé de te poser la question d'avance, mais est-ce que s'il y avait un moment que tu retiens de vos aventures à deux dans le trail, ça serait quoi jusqu'à présent? Un seul. Le plus beau. Peut-être l'arrivée de l'UTMB, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on regarde l'UTMB et qu'on revoit ses arrivées, on a toujours le même frisson qui nous... c'est intact. Voilà, je crois que ça c'est une belle réussite, même si on n'a pas fait un temps extraordinaire, mais c'est une très très belle réussite. Vous l'aviez partagé tous les deux? Tous les deux. La Réunion aussi, on l'a fait ensemble. J'hésite encore entre la Réunion et d'ailleurs on t'a demandé c'est le premier qui devient, ça y est. Choisir. La Réunion qui était avant l'UTMB, ça a été aussi quelque chose d'exceptionnellement fort qu'on a fait tous les deux. Moi qui avais un peu plus d'expérience, mais qui l'est quand même amené, et faut pas qu'elle soit modeste parce que à son petit niveau, elle a quand même fait un podium à la diagonale. Ah oui. Donc voilà, donc faut dire les choses. Donc j'ai fait un podium aussi puisque je l'ai accompagné sur le podium. Qu'est-ce qu'on en ressort d'une expérience comme ça, par exemple l'UTMB ou la diagonale en tant que couple? Ça crée un peu plus qu'un lien de couple normal, je crois. Enfin, on a eu tous les deux des vies avant. C'est des choses qui sont qu'on peut pas ressentir dans une vie de couple ordinaire entre guillemets, quoi. Enfin, en dehors du sentiment qu'on a l'un pour l'autre, je crois que c'est quelque chose qui fait qui marque, comme je disais tout à l'heure, ça marque pour toujours. Ça crée un lien à part. Ça crée un lien à part. Puis je crois que on découvre vraiment l'autre. Ça, on découvre pas une personne, même avec qui on vit pendant 30 ans, quand on n'a pas vécu ensemble ces moments-là. Voilà. Ça va bien au-delà d'une simple relation. C'est-à-dire que quand on va au plus profond de soi-même pour arriver à avancer, et quand on se trouve dans ces états complètement incroyables pour nous qui sommes loin d'être des professionnels et qui avons l'âge l'âge de nos artères, j'allais dire, et donc moi j'avais 50 ans, toi t'en avais 53 pour la diagonale, voilà, avec 4-5 ans d'expérience derrière, c'est pas du 20 ans. C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Donc quand on va au plus profond de ce qu'il est possible de faire, quand on dort plus, quand on n'arrive plus à manger, je passe tous les états qu'on peut traverser dans ces moments-là,
il y a un appui de l'autre et une confiance en l'autre qui devient complètement c'est pas virtuel, c'est-à-dire qu'on touche à un moment donné, voilà, on touche à un moment donné la difficulté de continuer mentalement, physiquement, intellectuellement, on lâche. Et s'il n'y a pas l'autre à ce moment-là qui devient un appui, et ben c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai vécu, alors pas à La Réunion, parce qu'à La Réunion, j'étais plutôt très en forme, à mon niveau, bien sûr, hein, mais à l'UTMB, j'ai vécu une horreur, quoi. Je sais pas comment j'ai pu passer cette ligne. Et j'allais te poser la question justement après, quel est votre pire souvenir commun, mais d'après ce que tu me dis, c'est l'UTMB. Alors, moi, le pire, c'est l'UTMB. L'UTMB, j'étais plus consciente, et on était à 80 km de l'arrivée, c'est-à-dire que j'étais dans un état de fatigue et d'abandon intellectuel, mental, physique qui dépasse l'entendement. Et si je le dis, c'est parce que je suis très lucide vis-à-vis de moi-même, que je connais ces états et que j'ai fait quand même pas mal de trucs et que ça m'était jamais arrivé, et ça m'est plus jamais arrivé. Même le marathon des sables dans des situations terribles. Et une année on l'a fait ensemble, une année on l'a fait chacun de son côté. Donc j'ai été seule sur 250 km dans le désert. J'ai jamais connu ce que j'ai connu à l'UTMB. Et ça a été pour moi d'aller au plus profond de soi-même pour arriver à passer cette barrière à un moment donné morale où tu t'es dit je me suis assis à un moment donné, on était à un ravitaillement, je me suis assis et j'ai dit à Eric, je m'en souviens toujours, je sais pas comment je vais m'en sortir de cette histoire-là. C'était mes mots, quoi. Je suis désolé de rire, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Ça voulait dire, je sais pas comment je vais pouvoir faire un pas de plus. Et là, il m'a dit quelque chose de très vrai. Il m'a dit, le prochain ravitaillement ou le prochain check, c'était dans 10 kilomètres. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est dans 10 kilomètres. On va faire ces 10. Et dans 10 kilomètres, tu te reposeras la question. Voilà. J'ai fait les 10 kilomètres et je me suis pas reposé la question. J'étais usée, mais j'ai continué. Donc voilà, c'est le fait à un moment donné de s'appuyer. Il m'a dit une phrase. J'ai cru en sa phrase, dans cette confiance que j'avais en lui à ce moment-là. Je l'ai cru et j'ai tout misé là-dessus. Et ça m'a fait avancer les 10 kilomètres qui me permettaient de faire les 80 suivants. Comment on est, Eric, toi, dans cette situation-là où tu dois trouver les mots justes pour soutenir Nathalie, et comment tu arrives justement à les trouver, ces mots-là? Bah, le but, c'est de finir. Le but, c'est de finir, et moi, je te connais un petit peu. Donc, je sais aussi quels sont les bons leviers. Je pense que, à un moment donné, à La Réunion, tu m'as dit, il faut que je m'arrête, il faut que je dorme. On s'était dit qu'il fallait pas dormir. Donc je lui ai concédé un quart d'heure de sommeil. D'ailleurs pas dormi, mais bon, elle a eu ce qu'elle a voulu et tout, elle est repartie, voilà, c'est reparti. Je pense qu'il faut savoir composer, lâcher un peu, faut vraiment être dans la psychologie. Je pense que si vous avez fait plusieurs ultras ensemble, parce que c'est difficile de faire les ultras seuls, mais c'est encore plus difficile de le faire ensemble. Et si on passe cette étape-là en couple, je pense que ça solidifie encore plus que quelques années, j'imagine, quelques années de relation, quoi. Limite, c'est un condensé de quelques années de relation en 2 jours, quoi. Oui. Bah, après, c'est une, comment dire, c'est une osmose, hein. On se connaît parfaitement, on est complémentaires et on n'a pas la même personnalité. Eric est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus, il anticipe beaucoup plus les choses, il les réfléchit. Moi, je suis instinctive, j'avance, je fonce. Si j'ai une porte fermée, il faut que je l'ouvre. Je vais rentrer dedans.
Eric, il va la regarder fermée et il va la contourner. Et il ira peut-être beaucoup plus vite que moi en la contournant. Donc on a chacun ce pan de personnalité qui fait que et on a confiance l'un dans l'autre en toute situation. Et c'est des situations qu'on retrouve pas tout à fait dans la vie de tous les jours. Et ça amène une confiance en l'autre qui est essentielle dans un ultra. Il faut avoir confiance. Il faut écouter à un moment donné, quand on perd pied. Oui, puis c'est un contrat qu'on passe au départ, c'est-à-dire il n'est pas question qu'il y en ait un qui arrive sans l'autre. Si elle avait dû abandonner, je pense que j'aurais arrêté. Mais on a toujours passé la ligne. On a toujours passé la ligne. Un peu en décalé des fois, mais toujours passé la ligne. Vous en avez fait combien ensemble d'ultra? Je sais pas, mais... Je sais plus. Je sais pas. Pas énormément non plus. C'est pas monstrueux, hein, peut-être, je sais pas, 7, 8, ça. Ouais. Et à chaque fois avec le même plaisir le même plaisir, oui, c'est même pas un plaisir, c'est quoi pour vous la ligne d'arrivée ensemble? S'il y avait un mot à retenir. La ligne d'arrivée ensemble, c'est le fait d'avoir remporté son défi, d'avoir on s'est tapé dans la main, on a dit on va le faire et on l'a fait. Ouais. Je crois que c'est le but unique, comme on n'est pas dans la performance, on l'a dit depuis le début. C'est ça quoi, c'est d'aller ensemble au bout. Quand même le plus vite possible. Bah oui, parce que quand même, ça veut pas dire qu'on cherche pas à grappiller des places et qu'on lorgne pas sur la montre de temps en temps. Mais on a toujours quand même cette culture de performance par les sports qu'on a pu faire. On aime bien gagner quand même. Voilà. Après, effectivement, il y a des trails où on a un peu plus galéré, mais c'est pas forcément galérer ensemble, c'est plus les conditions extérieures. On a fait un endurance trail au Templier sous une pluie battante du début à la fin. Franchement, c'est pas régalé, quoi. C'était très pénible. C'était 18 heures de pluie moi j'ai mis glaçante, c'était horrible, quoi. J'ai dû mettre 1 mois et demi ou 2 mois à récupérer des frottements du sac sur le dos. J'avais des plaques, j'avais la peau arrachée et tout. C'était pas marrant, quoi. Non, c'était pas marrant, c'était pas marrant. Non, mais voilà, après il faut vraiment être calé, et on a la chance, nous, d'avoir cette même volonté, et puis cette même approche de la compétition entre guillemets, et puis d'avoir cette même passion, d'aller. Vous avez le même but, le même objectif. Le même but, même objectif. On est dans la même tranche d'âge. Même si on se décale à un moment donné, et le décalage, il peut être différent selon l'environnement. Il y en a un qui a moins envie, il y en a un qui est plutôt blessé, il y en a un qui arrive plus, et c'est pas toujours le même en plus. C'est vrai. Bien sûr. Donc on est arrivé à se caler aussi sur cette différence qui est quand même, je dirais, juste normale à un moment donné. Après, moi, en tant que femme, c'est un peu plus compliqué quand même. Et puis Eric a un historique. D'abord, il court depuis plus longtemps que moi, bien plus longtemps. Et puis le judo, je pense qu'il a une capacité qui est ou un potentiel sportif dédié à la course à pied qui est pas le même qu'après avoir fait moi 20 ans d'équitation. C'est l'équitation, c'est pas le même sport. Donc j'ai cette culture du sport. Mais ce sport que j'ai fait de manière professionnelle, il m'a pas autant aidé que le judo a pu t'aider toi, quand même. Peut-être. Voilà. Eric, est-ce que tu pourrais revenir sur les premiers moments de la création de la section de trail? Oui, c'est un peu comme quand on décide de faire un UTMB, un ultra. On s'est dit à un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose. On était un petit groupe qui tournait autour de la piste et qui tous les week-ends allait courir dans la colline. On faisait de plus en plus de trails, et pas que nous, on était une petite dizaine, une quinzaine à peu près. Et on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réunisse ces gens et qu'on leur propose quelque chose de différent du running, parce qu'on s'aperçoit
petit à petit, en écoutant un peu à droite à gauche, en allant justement sur des trails, en rencontrant des gens, on découvre une autre ambiance, on découvre un autre état d'esprit, on découvre une autre manière de pratiquer son sport, et on s'est dit qu'on avait la chance peut-être d'être dans un grand club, et qu'on avait certainement le potentiel pour pouvoir démarrer quelque chose. Une fois ça dit, une fois ce postulat fait, une fois ça dit, une fois qu'on a dit ça, bien. C'était pas si facile. Moi, ça a pas été si facile parce que on est quand même dans un club qui a une culture de l'athlé vraiment pure et dure. Juste, je me permets de te couper, mais on est juste dans le club qui a en son sein Nicolas Navarro, qui est premier français au marathon des derniers JO. Donc c'est ça. C'est un club performance aussi. Club performance, très performance. C'est avant tout un club d'athlètes. Voilà. Je dirais que même le running, c'est déjà leur stade, c'est déjà autre chose. Donc le cœur l'ADN du club, c'est vraiment l'athlète. C'est vraiment les disciplines, c'est la piste, c'est toutes les disciplines de l'athlète. Et nous là-dedans avec notre trail, on a eu un petit peu de mal au début parce que moi je me rappelle très bien. Donc on avait un coach au running. Et quand je lui ai dit, écoute, on voudrait quand même, on voudrait créer une section trail. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, et pourquoi pas une section de 10 km? Voilà, ce qui donne bien l'état d'esprit du club, du coaching à cette époque-là, qui est pas si loin quand même, parce qu'il y aura 9 ans en janvier. Donc un vrai décalage, mais ce décalage, on l'a toujours. C'est pas... on l'a toujours, on le voit dans toutes nos initiatives. On voit qu'il y a pas une incompréhension, mais on vit dans deux mondes qui sont un petit peu différents quand même. Ça fait un peu ovni, quoi. Ah, on est ovni. Alors déjà, on passe pour des extraterrestres parce que quand au running ils voient les trailers qui arrivent avec leur tenue un peu barbare, leur frontal, ils vont pas s'entraîner sur la piste. Et ils font des distances absolument complètement déraisonnables. Donc il y a une incompréhension totale. On est vraiment dans deux mondes. Alors, par contre, on est quand même dans un grand club et on tient absolument à ce que y ait une cohésion dans toutes les disciplines du club. Aujourd'hui, dans le club, il y a de la marche nordique, il y a du trail, il y a la piste, il y a du running, voilà. Donc tout ça, ça doit coexister dans l'intérêt du club. Et aujourd'hui, on a une formidable visibilité avec Exathlé. Je crois que c'est grâce à ça. Il y a Nicolas Navarro, mais Nicolas Navarro, il y a que 2 ans, je dirais, qu'il a commencé à percer. Mais sur les années d'avant, il n'y avait pas Nicolas Navarro. On était déjà un club qui était très très représenté, au moins dans la région. Nathalie, est-ce que tu peux nous parler des premiers moments aussi de la création? Donc vous étiez, je m'excuse de poser la question, mais vous étiez du coup ensemble quand vous avez créé la section. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'était les années 2010, 2011 où on a eu cette volonté de faire et on s'est effectivement un peu heurté à cette culture de l'athlétisme, du pur athlétisme, et c'était assez difficile. Bon, on a pris ça comme un ultra. On démarre et puis on lâchera jamais et puis la ligne on la passera. Donc je me permets de te couper. Vous avez jamais posé la question de monter votre club, mais hors de ce contexte-là du club des Exathlètes? Ça nous a traversé l'esprit, mais on est assez corporate, c'est-à-dire que on était convaincus du bien fondé de notre idée. On était convaincus que le trail en était à ses prémices et qu'il allait se démocratiser et devenir une discipline à part entière. Et on imaginait bien pouvoir créer cette section au sein d'un club qui avait déjà un encadrement et un encadrement qui pouvait déjà nous soutenir. Aujourd'hui, c'est un club mais même à l'époque, c'est quand même 5 salariés, c'est quand même un stade, c'est quand même des vestiaires, plus de 1000 adhérents, plus de 1000 adhérents. 1500. Aujourd'hui 1500, à l'époque peut-être 1200, plus de 1000 déjà. Donc c'est une infrastructure où
qui nous permettait d'avoir un temps d'avance quelque part et d'imaginer au lieu de monter quelque chose de pérenne, de structuré et qui pouvait monter en volume. On l'aurait monté tous les deux à la retraite. Peut-être, parce que ça aurait pris 50% de notre temps. Mais on avait des activités, je dirais, professionnelles et l'un et l'autre, assez denses et l'un et l'autre. Donc ce club nous permettait d'aller au-delà de ce que nous avions et de construire quelque chose tout en ayant un encadrement, je dirais, administratif et structurel par rapport au stade qui nous permettait de gagner 2-3 ans. Donc ça a été dès le départ notre volonté. On aurait, je suis assez convaincue que si on avait monté notre club tout seul, ça aurait fonctionné. Et aujourd'hui, on serait 30-40 et on serait juste noyé. Voilà, 30-40. Voilà, ça pouvait fonctionner comme ça. Aujourd'hui, je le répète, mais on dépasse les 130 adhérents. Oui, on sera même un peu plus, je pense. On sera plus que 130. On est monté jusqu'à 145 juste avant le Covid. Et puis là, on s'est pris on s'est un peu fait bousculer par le Covid comme tout le monde. Et maintenant, on rentre dans les 140 licenciés. Eric, est-ce que tu peux nous parler des premiers mois, des 2 premières années de la création de la section? C'est quoi un peu le tableau? Quel est le tableau un peu des forces en présence? Est-ce que vous étiez beaucoup? Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres et que vous rencontrez? Alors, on a eu de la chance. On a eu de la chance parce que on avait avec nous un partenaire vraiment super solide et essentiel et un enfant du trail, c'est Patrice Marmet. Donc, qu'on salue, Patrice. Comment? J'ai dit qu'on salue Patrice. Oui. Salut Patrice. Il faut rendre à Patrice ce qui appartient à Patrice. D'abord avec son magasin de sport qui était quand même déjà très orienté trail et c'était pas évident, je dirais à l'époque. C'était un pari. Et on a nos intérêts convergés, c'est-à-dire que lui, il avait intérêt à ce que il y ait un club structuré qui puisse lui amener des clients. Et puis nous, on était ravis parce que on avait quelqu'un qui avait vraiment une expérience indiscutable, qui avait une très grosse réputation et qui allait pouvoir nous servir un peu de caution pour démarrer cette section, sachant qu'on n'avait pas de coach à l'époque et qu'on n'allait pas remettre un coach du running, quoi, parce que voilà. Donc Patrice, en fait, nous a apporté son soutien, à la fois son nom, à la fois son enseigne. On a d'ailleurs fait le lancement de la section dans son magasin. Ouais, il a eu la gentillesse d'inviter tous ses clients et on a fait une soirée présentation conférence de presse et tout. C'était très très bien. Ça a vraiment permis de démarrer dans des conditions, je dirais, idéales. Et puis ensuite, on avait un noyau de coureurs, donc on était une quinzaine, une vingtaine à peu près, une vingtaine. Donc qui sont venus avec nous. Patrice nous a coaché pendant 2 ans, ce qui était pour lui très compliqué parce qu'il avait un magasin géré, etc. Mais voilà, donc il nous a coaché avec son expérience, je veux dire. Et très vite, on s'est aperçu que on serait limité. D'abord parce que lui était de moins en moins disponible, que nous on n'est absolument pas coach. On n'a pas de diplôme, on n'a rien du tout. Donc nous on est simplement un moteur. Nous on donne la direction. On dit toujours qu'on encadre. On stimule, on encadre. On est là pour encadrer, pas pour coacher. C'est pas notre compétence. On dynamise, on manage, mais en aucun cas on coach. Donc il fallait qu'on trouve quelqu'un qui soit indiscutable aussi. Et là, bien sûr, premier réflexe, on a tapé à la porte de la Fédé, c'est-à-dire on est allé voir nos chers présidents, et on leur a dit, notre section de trail, il faut qu'on ait un coach. Très bien. Et puis on s'est aperçu qu'à la Fédé, c'était le désert, c'est-à-dire il n'y a aucune formation, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de méthode. Je veux dire, le trail, ils se sont appropriés, je pense que comme le ski s'est approprié le surf au moment où le surf a développé, voilà. Mais derrière, il y a rien. Ils ont absolument rien structuré. Il y a quelques championnats, mais qui ont plus l'air de trail, je dirais de course nature, de course nature que de vrais trails où les gars ils font des tours. Bon, enfin bref, je pense que la Fédé a pas encore fait son examen de conscience sur le trail et s'est pas posé les vraies questions.
Donc, on a pris le taureau par les cornes, hein. On est tous les deux entrepreneurs, donc on s'est dit, on va trouver. Donc, on a un peu fait notre tour, et ça a été vite fait, parce qu'en fait, il y a pas énormément de, à l'époque, il y avait pas énormément de... tu vas vite, parce que on a eu des années de galère quand même, où Patrice nous faisait le plan d'entraînement, et nous, on encadrait avec le plan d'entraînement de Patrice. C'est-à-dire qu'on n'était pas les coachs de la section, mais on faisait faire aux gens ce que Patrice nous disait de faire, parce que le pauvre Patrice, lui, il fallait quand même qu'il s'occupe de ses magasins. Et ça, voilà, il y a eu des années de flottement où Patrice a fait tout ce qu'il a pu. Et nous on trouvait pas. La question s'est vite imposée, et elle est devenue urgentissime. C'était c'était la survie de la section d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sinon on aurait végété avec des trails, une section, je dirais, avec des trailers de niveau très correct, et sûrement ça aurait pu être resté très convivial, mais pas avec cette volonté de progresser, avec des jeunes qui ont envie de performer, et puis avec des objectifs aujourd'hui qui sont bien différents. Donc il fallait qu'on trouve quelqu'un qui soit à la hauteur d'attente de ces gens qu'on voulait récupérer. Oui, puis je dirais que on a créé le premier groupe. C'était le groupe de nos amis, de nos proches, de ceux avec qui on court. Donc, bande de potes. Bande de potes. Oui, avec nos âges. Bande de potes de 50 ans. Ah oui, franchement, quand il y a un jeune de 25 ans qui vient, il est pas convaincu. Donc il fallait aussi, on avait un objectif, c'était d'avoir un effectif qui soit complètement représentatif du trail en France. Et le trail en France, c'est pas les plus de 50 ans. Ça, c'était c'était au début du trail. Voilà, maintenant, le trail, c'est les jeunes. Donc il a fallu qu'on soit, je dirais, sexy pour les jeunes. Tu l'as dit tout à l'heure, comment... alors je te pose la question à toi, Eric. Vous êtes tous les deux entrepreneurs de métier. Comment vous avez pu, pendant cette période-là un peu compliquée, notamment pendant la période d'absence d'entraîneur et tout, vous organiser pour gérer tout ça, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. Alors, j'ai changé de mode de raisonnement. C'est-à-dire, plutôt que de me dire, dans ma vie professionnelle, je vais réserver une place pour mon activité trail physique, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, je vais organiser mon activité professionnelle autour de mon activité sportive. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile. Alors, je dis pas que c'est un jeu d'enfant, mais c'est plus facile dans l'état d'esprit de se dire, l'activité sportive, et je me suis engagé vis-à-vis du club à un certain nombre et jusqu'au bout de ma promesse, donc il faut que j'arrive à m'organiser pour ça. Et le fait de faire tourner son métier autour de son sport, c'est une manière aussi un petit peu différente, et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. On peut très bien être sur un stade à 18h le soir sans faire couler sa boîte. Je pense que voilà, tout est une question d'organisation. D'accord. Et toi, Nathalie, de ton côté? Alors moi c'est un peu différent, c'est-à-dire que Eric a sa boîte, il est entrepreneur, mais il est seul. Donc s'il doit travailler tout un dimanche sur des dossiers, il peut le faire. Moi j'ai une boîte où j'ai des salariés, où je fais de la production. Donc c'est quand même différent. Voilà, je dis pas que c'est plus facile ou plus difficile, je dis que c'est un peu différent. Donc ça a été un peu plus, et ça l'est toujours, un peu plus compliqué. Voilà, parce que je peux difficilement, j'ai besoin de travailler avec des gens qui m'entourent, avec des compétences, avec des horaires de travail qui sont qui vivent autour de moi, et c'est difficile d'aménager ce temps par rapport à ce que me demande la section. Mais maintenant j'arrive à un moment de ma vie professionnelle où je peux faire quand même des choix, me réserver du temps et y arriver. Mais voilà, c'est une différence entre Eric et moi, c'est que lui, il peut
si ce soir il veut travailler jusqu'à minuit, il peut. Moi, bah non, c'est demain matin à 8h. Pour moi, c'est une obligation. Voilà, c'est une différence à un moment donné d'environnement professionnel, et c'est là où on arrive encore à se compléter. C'est que moi, quand je peux pas, ben c'est lui, et quand lui il peut pas ou qu'il est occupé, ben c'est moi. Et on arrive à cette complémentarité sur nos emplois du temps et nos obligations, je dirais, professionnelles. J'aimerais revenir sur la période où vous cherchiez un entraîneur. Donc, est-ce que tu peux poursuivre un petit peu sur l'histoire, et est-ce que ça a été un tipping point, un moment où ça a accéléré la section, le fait d'avoir trouvé un nouvel entraîneur? Ah, complètement. C'est-à-dire que, alors moi, quand j'ai commencé à faire du trail, et qu'il y avait pas de section trail, il y avait rien du tout, il y avait personne, j'étais un peu paumée. Et il y a Thomas Pigua qui a donc organisé un stage de 2 jours, de 3 jours même, avec Nicolas, de l'associé de Patrice Marmé. Nicolas de Luxembourg. Luxembourg, tout à fait. Et puis un autre garçon qui fait énormément de trail et qui est podologue et qui habite Saint-Maximin, dont je me souviens plus. Ouais, c'est Sébastien Henry, non? Sébastien Henry. Ouais. Ils ont décidé de faire un stage, et les pauvres, ils ont du mal communiquer, ou j'en sais rien, nous étions 2. Et quand on est arrivé le premier jour, je me suis dit, les pauvres, enfin moi j'ai un peu, dans la tête j'ai un peu les chiffres et la rentabilité, c'est un peu mon métier. Donc quand il y a 4 personnes qui vous attendent et vous arrivez 2, vous dites, les pauvres, ils se sont mangés, quoi. Et puis ils ont eu une attitude complètement incroyable, c'est-à-dire qu'ils nous ont pris tous nous deux, ils nous ont pris vraiment ils sont allés au fond de leur truc, ils ont fait ce stage de manière vraiment professionnelle, ils ont été vraiment génial, et je me suis dit, ces gars-là quand même, ils sont sérieux, quoi, c'est vraiment des gens bien, parce que pour 2 personnes, 3 jours de stage à 4, c'est terrible, quoi. Voilà. Et donc, Nicolas Luxembourg, je le connaissais au travers de Patrice Marmé d'Endurance Shop. Et puis les autres, je les connaissais pas tant que ça. Et quand on a discuté des années plus tard avec Eric sur le fait de dire mais qui on peut trouver, j'ai dit, écoute, moi j'ai rencontré un gars, il est génial ce mec, Pigua. Donc il faut absolument qu'on le recontacte, parce que c'est son job, parce que c'est son métier, qu'il a les diplômes, les compétences, et dans le milieu du trail il est quand même reconnu. Donc on l'a contacté, et c'est là où ça a donné suite, et on est arrivé à faire ce partenariat qui dure maintenant depuis 6 ans. Donc 2015. L'arrivée de Thomas, 2015. L'arrivée de Thomas de 2015, oui. Ça change quoi, l'arrivée de Thomas, Eric? Ah bah tout. D'abord, d'abord ça professionnalise cette section. Ça lui donne du crédit. Ouais. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent à la section, ils s'aperçoivent que d'abord, effectivement, on fait du vrai trail. Ouais. Alors que dans d'autres clubs, il y a le label trail, mais ils font aussi beaucoup de running. Donc là, c'est du 100% trail. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui s'est aussi un peu fait avec nous, parce que je sais qu'à l'époque, il entraînait 2-3 clubs, mais très vite, il s'est dédié avec Satelet parce qu'on a beaucoup grossi. Donc voilà, c'était. Il nous a apporté tout le crédit qu'il nous fallait. Il est jeune, il a séduit les jeunes. Et il a réussi à, dans l'état d'esprit qu'on avait impulsé, parce que je crois que ça c'est très important aussi. On a un peu les gardiens du temple. On a défini des règles, et il faut pas transgresser ces règles. Voilà, c'est ce qui fait que cette section elle perdure et qu'elle a une âme. Voilà. Et donc Thomas a apporté toute sa technicité, son savoir-faire. Il est incontesté, même si au début les anciens ça les a surpris, parce qu'il a commencé à proposer une méthode d'entraînement qui n'était pas du tout celle à laquelle on était habitué. Nous on est des enfants de la piste, donc on avait encore des vieux réflexes d'entraînement fractionnés, etc. Il nous a tout mis par terre, enfin il a tout remis à plat, il nous a expliqué comment il allait faire, et donc on lui a fait confiance et ça a très bien fonctionné. Voilà. Du coup, c'était en 2015 ça? Au début et à cette période-là, ça a vraiment explosé au niveau des adhérents, ou c'est
Petit à petit, c'était pro. Petit à petit, on a, je pense que c'est vraiment, c'était 2017-2018 où là on a vraiment progressé de manière plus spectaculaire encore, pour atteindre en 2019, donc on était 145, puisqu'en 2020 il y a eu le Covid, donc on était 145, et là on a eu des recrutements de à peu près 50 nouveaux adhérents par an. Ah oui. Donc, sachant qu'il y en a presque pas autant qui partent, mais naturellement, il y a une érosion qui est très importante. On a bien sûr toujours un solde positif, mais on est passé de 30 à 150 en 5 ans, à peu près, 5-6 ans. Voilà. Donc, c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout la même organisation, et surtout, ça nous a permis d'atteindre un seuil critique, un volume d'adhérents qui permettent justement de garder pour les entraînements cet intérêt d'avoir toujours un tas de personnes, un tas de coureurs qui sont du même niveau, d'en avoir qui courent plus vite, donc d'avoir toujours une motivation à aller plus loin. Et aujourd'hui, on a vraiment réussi, j'irais, à avoir une représentation au niveau des trailers qui est assez très homogène. On a du très bon, on n'a pas Navarro, mais on a Samir chez nous qui a mis 24 heures à l'UTMB, je crois, il finit top 20, je crois. Top 20, top 20. Oui, top 20. Voilà, donc on a quand même du très 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 bon niveau. Et on a aussi élargi notre tranche d'âge, puisque on a élargi notre tranche d'âge. On a aujourd'hui 35% de femmes. Ouais, j'ai vu ça, ouais, effectivement, en termes de parité, vous êtes assez fort. C'est énorme. Ouais. Y a beaucoup de femmes. Sachant que je précise, mais l'UTMB, 8% de femmes au départ. Ouais. Donc, il y a une gap. Ça a augmenté, parce que quand on a commencé nous les ultras, là, c'était 6% les filles. Ouais. Donc voilà, donc on a des filles, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des très bons. On a des gens qui viennent pour le loisir, qui font jamais de compétition, et tout le monde se sent à sa place. C'est-à-dire, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, les très bons, ils viennent s'entraîner avec les moins bons, entre guillemets, parce qu'ils aiment bien la section. Alors bien sûr qu'ils font des entraînements par ailleurs, mais ils sont là, ils soutiennent, ils aiment bien l'ambiance. Voilà, ce qui est moins le cas dans l'athlé, où vraiment il y a des groupes qui se font, il y a vraiment les élites d'une part, et il y a les autres par ailleurs. Nathalie, j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de ce dont vient de parler aussi Eric un peu, c'est le fait d'avoir augmenté comme ça les adhérents, d'avoir un groupe qui est beaucoup plus gros, notamment aux soirées d'entraînement, on est entre 50 et 70 actuellement. Est-ce que ça, c'est pas aujourd'hui un problème qui est... alors j'ai compris que vous voulez garder l'aspect très soudé de toute la section, que vous voulez pas séparer par niveau. Ça, c'est vraiment une volonté affirmée chez vous, c'est-à-dire de pas scinder les groupes d'entraînement et Non, surtout pas. On veut pas les scinder, on les scindera pas. Aujourd'hui, c'est qu'une question c'est des entraînements qui doivent être beaucoup plus structurés qu'ils ne l'étaient. Thomas l'a très bien compris, et aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans maintenant que tout le début de l'année, c'est-à-dire des premiers jours de septembre jusqu'à Noël, il y a 2 coachs par séance, alors que après, par rapport à un budget quand même tout à fait encadré et qu'on doit gérer, ensuite on reste sur un coach par séance toute l'année, et de temps en temps après pour à certains moments mais aujourd'hui ce que disait Eric, c'est qu'on a besoin d'une vitrine, on a besoin de gens qui paraissent époustouflants pour d'autres, hein. Et quand un Samir court à côté d'une fille qui peut courir avec moi, et ben c'est juste complètement, je dirais, exceptionnel pour cette fille, ou pour ce gars qui vient de débuter, qui a jamais couru 15 kilomètres et qui court à côté d'un gars qui fait l'UTMB dans le top 20 ou voilà. Et ça, c'est une culture, et c'est un état d'esprit qu'on tient à conserver. Alors c'est pas facile, mais c'est tout à fait possible si on anticipe, si on construit les entraînements, si on construit en amont la séance,
pour arriver à gérer différemment de ce que peut être un groupe homogène de 15. Mais ça se fait. Par contre, il faut plus de réflexion. Et comme on en est arrivé à ce volume-là petit à petit, la difficulté est venue au fur et à mesure, et l'anticipation aussi. Et ça a été progressif, quoi. Et ça a été progressif. Donc on voit qu'aujourd'hui, même si de temps en temps encore, surtout en début d'année, on a quelques petits, ça bouscule un peu, ça bouchonne un peu, mais non, on veut pas structurer par niveau. C'est comme le dimanche matin, et qu'on se donne rendez-vous, je dirais dans la Sainte Victoire pour partir sur des sorties longues. Le rendez-vous, il est à la même heure. Tout le monde au même endroit, même si on reste 5 minutes tous ensemble, ça suffit à créer ce partage et cette convivialité qui est selon nous essentielle. Je vais te poser une question compliquée. C'est quoi ta plus grande satisfaction par rapport à la gestion de ce club? Oh, c'est pas compliqué, j'en ai plein de satisfactions. C'est une seule. C'est aujourd'hui, j'ai reçu 3 messages pour me dire merci pour le stage entre guillemets d'intégration qu'on a passé dimanche. Merci, tout simplement merci. Et Marie Sanchez qui m'a écrit, qui m'a envoyé un petit SMS, elle m'a dit cette section en fait c'est vous. Cette section en fait c'est vous. Y a-t-il un plus beau compliment que ça? Ça me suffit. Toi, Eric? Moi, ma satisfaction, elle est presque tous les jours. Quand j'y vais, c'est de voir des gens enthousiastes, voilà, aussi bien des anciens qui sont là depuis le début, que des nouveaux qui ont les yeux qui brillent, qui découvrent. Nous, on est tellement baignés dedans que on se rend plus compte de la découverte qu'on peut avoir de cette pratique, de ce sport, et de le redécouvrir chaque fois. Dans des travers à travers des gens qui sont nouveaux et qui viennent et qui découvrent, ah bon, et ah vous le faites comme ça, ah oh qu'est-ce que c'était beau la sortie de dimanche, c'est incroyable. On a créé un groupe WhatsApp pour que les gens puissent échanger de manière assez libre sur leurs pratiques, mais c'est un festival, ce groupe WhatsApp, c'est un album photo permanent, c'est des humeurs, mais tout ça bien cadré quand même. Hein, on reste bien sur le sujet parce que voilà ce que je disais tout à l'heure, on a défini un certain nombre de règles. Il faudrait pas vendre des voitures sur des scooters. Je pense que tout le monde, à la limite, on veut revendre sa montre ou sa paire de chaussures, on reste dans le sujet, mais il y a pas de dérive, ou s'il y a une dérive, elle est vite corrigée. Après, Eric a dit une chose qui est très vraie, on est les gardiens du temple. On fait très très attention. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et on est assez intransigeant. Donc ça se voit peut-être pas tant que ça, mais on recadre souvent. Voilà, on recadre l'organisation, le schéma de la section. On peut pas déroger à ce qu'on a mis en place parce qu'on est convaincus tous les deux que c'est comme ça qu'on peut garder cet esprit, cette convivialité et cette appétence à ce sport dans ce contexte qui commence j'allais dire à nous déborder, non, mais à grossir quand même beaucoup. Et ça, on est assez vigilant sur plein de sujets. Et l'intérêt d'être deux, c'est que justement il y en a souvent un pour faire de remarques à l'autre. 2 fois plus de vigilance. Voilà, 2 fois plus de vigilance. On a vraiment des discussions des fois. Ouais, on n'est pas toujours d'accord. mais c'est toujours très positif. Oui, c'est toujours très positif. C'est bien que la discussion ait lieu et que le sujet soit abordé. Voilà, il y a une vraie raison. Voilà, et on a il faut que le problème soit réglé. Tout à fait. Et après, on a chacun sa personnalité. Moi, je suis beaucoup plus directive. Eric, il est beaucoup plus dans le consensus. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je vois des choses qu'il ne voit pas, et lui fait des choses et met des choses en œuvre qui sont pas ma priorité, mais qui, au bout du compte,
me semble après complètement primordial et il a eu raison. Donc on arrive encore à se compléter comme ça et c'est pas facile parce que j'ai pas l'habitude d'être derrière et lui non plus et là il faut qu'on soit à côté l'un de l'autre et il faut pas qu'il y en ait un qui passe devant l'autre et pour les autres déjà mais naturellement on sait où sont nos on sait où sont nos périmètres. Voilà, on a chacun notre rôle et on sait bien où s'arrête où est la barrière. Eric, désolé de pas en avance, mais c'est quoi la chose la plus compliquée dans la gestion de ce club? La gestion compliquée, c'est d'essayer de gérer un groupe de manière globale, mais de répondre de manière individuelle. Mmh. C'est ça qui est compliqué. C'est que on est très sollicité. On ouvre la porte, donc c'est normal. Hein. Je veux dire, les gens nous posent beaucoup de questions, voilà. Donc il faut être disponible pour tout le monde et il faut apporter une réponse personnalisée. Voilà, c'est ça la grande difficulté. C'est-à-dire quand on arrive à avoir un effectif d'à peu près 140 personnes, répondre à chacun, se rappeler la course qu'il a faite, ses résultats, ne serait-ce que son nom, son prénom. 150, presque 150, c'est voilà, compliqué. Normalement, je suis censé connaître les noms et prénoms de tout le monde. Ce sera le cas dans un mois, je pense que ça ira mieux. Voilà, mais je pense que le fait d'avoir cette relation personnelle, d'abord, je pense que les personnes, ça les conforte, ça leur montre qu'elles ont, même si elles sont nouvelles, ça leur montre qu'on leur accorde toute l'attention qu'il faut. Et alors, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que c'est pas des adhérents, c'est à la fois des adhérents et des clients. Mmh. Je veux dire, on a aussi cette démarche, puisqu'on a des entreprises, donc on sait ce que c'est que d'avoir des clients. On sait que des fois c'est pas toujours simple, mais en même temps c'est ce qui nous fait vivre. Je pense que l'idée de la section, c'est aussi de traiter les gens des fois comme des clients. Mmh. Voilà. Vous avez un parcours entrepreneurial aussi qui fait que vous êtes aussi marqué par ça. Un système, ça doit fonctionner. Voilà, nous, on n'est pas du tout associatif. Pour nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas engagé dans le club plus que ça, parce que c'est encore autre chose. Moi, le milieu associatif, c'est pas forcément ma tasse de thé, parce que il y a souvent des problèmes de décision, on joue avec l'argent qui est pas le sien. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que ça part vite dans tous les sens, et c'est pas notre manière de voir les choses. On a une manière de voir les choses qui est très organisée, très structurée. On a un budget, on le respecte, etc. On dépense l'argent qu'on a, pas celui qu'on n'a pas. Et puis on essaye de contenter tout le monde. Je veux dire, et on fait l'effort d'aller au devant des gens. Moi, j'attends pas qu'on me pose la question avant de proposer quelque chose. Vous n'êtes pas dans le cadre d'une loi de 1900, hein, du coup. Pas dans notre état d'esprit. Dans l'association, bien sûr. Oui, vous faites partie du club. On fait partie du club. Donc la section trail, d'ailleurs, les sections dans le club, elles n'ont de raison d'être que le nom. Parce qu'en fait, tout est mélangé. Tout est mélangé. Quand on apporte une cotisation à la section trail, elle va avec sa clé, elle ne va pas à la section trail. Alors après, on a effectivement des gestions un peu analytiques pour voir un peu, effectivement, justement, de pas avoir des trous dans la raquette budgétaires ou des incohérences, de pouvoir justifier aussi, de dire on fait une sortie d'un week-end, il faut qu'on paye les coachs, on participe un peu à l'hébergement, les gens aiment bien, il faut pas qu'on aille taper dans la caisse du club, quoi. Hein. Ça va faire partie de notre budget. Nathalie, comment tu vois l'avenir de la section trail? Alors je me dis que on arrive peut-être à un palier et que ça va être difficile dans cette même organisation d'aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que si on reste à peu près à ce niveau de licenciés, entre 140 et 150, avec Expert Trail, Thomas, Olivier, plus ils ont aujourd'hui un peu des stagiaires, ou ils ont... On passe à Nicolas et Benjamin aussi.
Voilà. Que j'ai pas cité en début d'épisode. Benjamin, Nicolas, voilà, des gens qui sont un peu autour en périphérie comme ça et qui amènent aussi leurs compétences, mais sous l'égide d'Expert Trail. Je pense que ça peut fonctionner comme ça. Après, le gap suivant, il nous faut, comme disait Eric, nous on voit ça comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut des dépenses pour ça, il faut des rentrées d'argent. Donc il faut passer un cap supérieur pour arriver après à avoir peut-être un coaching, je dirais plus important, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, et puis amener peut-être encore d'autres choses qui feraient qu'on puisse monter à 200 ou à 250. Après, et c'est là où avoir des partenaires. Faut avoir des partenaires, mais c'est là où je te disais au départ, enfin il y a quelques minutes là, qu'on voulait rester vraiment une entité, je dirais soudée, mais que si on devait aller au-delà de ces 150, est-ce que après on ne serait pas obligé de faire des groupes parce que le trail c'est pas sur la piste, c'est pas sur un stade, et que quand on est dans la colline et quand on est même le soir à la frontale dans la Torse ou dans la Sainte ou au Montéguet, la gestion du groupe devient à un moment donné difficile. Oui. Voilà. Ton point de vue, Eric, le même? Moi, l'avenir de la section déjà, ça va être de se poser la question. Parce que nous, on va pas durer éternellement, donc l'avenir de la section, c'est sans nous aussi. Oui. C'est pour moi la question cruciale, hein, comme Nathalie est en train de passer la main sur sa boîte. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on passe la main sur la section trail, et notre challenge, ça va être de trouver que ça se fasse naturellement, parce que nous, on va pas nommer des successeurs. Je pense qu'il faut que ces successeurs se sentent l'âme de devenir, l'âme de reprendre le flambeau. Et pour moi, ça c'est le challenge, c'est le prochain challenge. Ça te fait peur? Ça te fait peur? Comment tu l'appréhendes Non, la période de transition? Je vais te dire, moi j'ai donné des cours à la fac pendant plus de 20 ans. Et à un moment donné, dans mon métier, qui était la communication, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, un mec de 60 ans qui vient donner des cours de com à des jeunes de 25 ans, à un moment donné, il faut pas trop se trouver en décalage. Voilà, il faut rester crédible. Et je pense que pour le trail, c'est pareil. Voilà, je pense que on peut apporter, je dirais, notre expérience, nos histoires, raconter nos trails, etc. Mais à un moment donné, ça fait un peu vieille garde. Non, mais et voilà, donc bon, on a des caractères, je pense, qui sont assez dynamiques, et voilà. Mais faut bien avoir conscience que ça va pas durer éternellement. Voilà. Et ça nous fait absolument pas peur de passer la main. Non, au contraire. Il faut, au contraire, même on aimerait avoir des gens qui nous suivent, des gens qui se mettent dans notre sillage pour arriver à ce que ça soit naturel à un moment donné. Aujourd'hui, personne ne veut y aller. Non, personne ne veut y aller. Non, personne ne veut y aller. On se demande pourquoi. Personne ne veut y aller. Non, voilà, veut y aller. Parce que c'est un vrai investissement. Oui. Ouais. Et puis comme on le dit depuis le début, on se complète énormément. Eric et un entraînement, j'y suis pas, il y est pas. On a eu des périodes où on a plus travaillé l'un ou l'autre, où on était plus blessés l'un ou l'autre, où voilà, donc à deux c'est assez c'est plus facile. Mais aujourd'hui on n'a pas de succession naturelle, je dirais, et c'est ce qui nous ennuie un peu, parce que je pense qu'il faut pas que ça soit l'année de trop, quoi. Voilà. Faut pas que ce soit l'année de trop. Enfin, l'ambition, c'est pas d'être 300. On se fixe pas d'objectif dans ce domaine-là. L'objectif, c'est de garder l'esprit intact. Voilà. Ça, c'est l'objectif premier. C'est de voir toujours les gens contents, de les voir un peu. Ils sont toujours assez stupéfaits par l'organisation qu'on arrive à leur proposer. C'est vrai qu'on aime bien organiser les choses.
On fait quand même, on organise des stages, on organise toutes les sorties week-end, on organise une sortie annuelle. Là, on va retourner à Samoin au mois de juin prochain. Plus toutes les courses toute l'année où on est à fond sur le challenge des Trails de Provence qu'on a gagné 2 fois, et là je pense qu'on va le reporter une 3e fois, en tout cas on est bien parti, et on lâchera pas là-dessus. Voilà, ça fait... Ouais. Le partage et la performance. Voilà, le partage et la performance. Je pense que c'est important de pouvoir afficher la performance dans un club. D'abord, on est dans un club performant. Et je pense de pouvoir dire, on a trop longtemps été dans une section où effectivement on était des petits coureurs du dimanche, voilà, et quand il y avait des gens qui couraient bien et qui venaient, ils restaient 2 mois puis ils repartaient. Maintenant ils restent. Voilà. La différence est là. Les premiers moments du trail de Mimiers, parce que vous êtes les organisateurs du trail de Mimiers, déjà 2 questions. Est-ce que tu peux Nathalie, nous parler des premiers moments de ce trail-là, de nous donner les raisons, et après on verra un petit peu après, qu'est-ce qu'apporte l'organisation d'un trail à son propre nom dans le cadre d'un club? Alors, les premiers moments du trail et pourquoi on s'en est occupé, c'est Patrice Marmet, encore une fois. Patrice Marmet qui nous a proposé donc de reprendre le trail de Mimé, parce que ce trail qui a été vraiment son bébé, avec Nicolas Luxembourg, ils l'ont vraiment fait démarrer, ils l'ont conçu, ils l'ont porté pendant plusieurs années, et avec une structure autour assez difficile à mettre en œuvre, parce que pas adossé à un club, avec des bénévoles difficiles à trouver, avec des magasins, ils en avaient déjà 2 à l'époque, voilà, ça devenait très compliqué, et puis avec une difficulté aussi au sein de la mairie de Mimé, qui a fait qu'il a un peu lâché l'affaire, et que ça s'est arrêté pendant 2 ans parce qu'il y arrivait plus. Et au bout de 2 ans, il est venu nous voir en nous disant ce trail, c'est quand même mon trail, c'est ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai lâché. Est-ce que ça vous dirait pas de le reprendre? Donc nous on s'est dit pourquoi pas, on avait déjà 3-4 années de section derrière nous à peu près, on avait envie de ça, on se sentait assez épaulé par Patrice et par son expérience, et on lui a dit écoute, Banco, on va voir le club donc d'Aix-Saclay, on va voir la mairie, et puis on essaye avec ton expérience de remettre ça sur pied, et on a donc pour la 7e fois, parce qu'avec les années de Covid, je sais plus très bien. C'est ça, 7e fois? Ouais, ça va être la 12e édition, je crois. C'est la 12e, et il y a eu 2019-2020 annulé. Voilà. Ouais. Voilà, donc ça fait 10 éditions. Ça fait 10 éditions, je pense que Patrice, il doit en avoir 3 pour lui, et 7 pour nous, quelque chose comme ça. Ça va être la 7e, je pense. Ça va être la 7e, peut-être, cette année, voilà. Oui, donc ça a été quelque chose qui nous a transcendé au sein de la section, parce que ça a été vraiment une volonté d'y arriver, de faire mieux que les autres, d'organiser mieux, d'anticiper mieux, d'avoir plus de lots, des parcours plus époustouflants, voilà, donc on a tout fait pour essayer d'être un trail de référence. Alors j'allais pas dire le plus dur, mais avec Patrice aux commandes, et nous à l'encadrement de tout ça, on est arrivé dès la première année à avoir de vrais résultats, et un nombre d'inscrits vraiment, un nombre de coureurs qui nous a convaincus de continuer, avec des budgets qu'on a largement bouclés dès la première année, et avec pas un service, mais avec une volonté d'amener autre chose que le parcours, avec des super ravitaillements, avec des super lots, avec voilà, ça a été quelque chose de très pour nous, c'était un challenge. Ça nous a, c'était un challenge, mais ça nous a amené beaucoup en satisfaction personnelle. Ça a été très gratifiant.
Et puis au sein de la section, ça a été aussi quelque chose de collectif, c'est-à-dire que personne n'avait le droit de courir, de prendre un dossard, tout le monde devait aider. Et aujourd'hui, franchement, je le dis avec humilité, mais on claque des doigts, on a 100 bénévoles. Et ça fait 7 ans que ça dure. Et 100 bénévoles, on les a en 15 jours. Alors que tous les autres trails de la région, ils ont du mal et c'est difficile pour eux et on les comprend parce que nous, on est aussi bénévoles dans d'autres manifestations et c'est pas facile. Il y a même des gens qui font appel aujourd'hui à des bénévoles payés. Donc c'est drôle de dire des bénévoles payés, mais des associations de bénévoles qui payent parce qu'ils n'ont pas de bénévoles autant de bénévoles qu'il le faudrait sur un trail qui avec 3 distances et qui est aujourd'hui un trail renommé. Donc non, c'est très gratifiant. Ouais. Très gratifiant. Il y avait un challenge au départ parce que il y avait en fait deux orientations de décider de faire ce trail. Il y avait la volonté du club qui était déjà présent sur pas mal d'événements de la route, de dire il faudrait qu'on ait aussi un trail à proposer dans le cadre des événements du club. Donc le club était très partant. C'était à l'époque de la communauté de communes du Pays d'Aix, donc il fallait un trail qui soit dans le périmètre pour pouvoir satisfaire les partenaires et les politiques et les collectivités locales. Donc voilà, donc après le champ c'est quand même fortement réduit. Et puis pour nous, il y avait aussi une volonté en termes de club trail d'imposer notre label sur un trail. Voilà, de dire ça c'est le trail d'Aix-Athlée. Une histoire de crédibilité. Une histoire de crédibilité et puis les autres clubs de la région, je pense au Marseille Trail Club, je pense à beaucoup de clubs organisent leur trail. Et je pense que pour nous, il était important qu'on puisse aussi dire étant un club quand même qui avait une assez grande réputation et avoir un effectif quand même assez important, était essentiel pour nous d'avoir cette vitrine aussi, de dire on organise aussi notre trail, c'est le trail de mi-mai. Donc c'était plus simple de reprendre un trail déjà existant. Avec un appui Patrice aussi qui était là pour voilà, avec Patrice qui nous a bien enfin bon, on a quand même on ne partait pas de zéro. Voilà, on ne partait pas de zéro. Patrice est quand même nickel pour tout ce qui concerne les parcours, la technicité, etc. Donc c'était une grosse garantie. Et puis derrière, le club nous a un peu laissé faire d'ailleurs. Ils nous ont dit tiens, on va voir les trailers s'ils sont capables d'organiser un truc. Et donc on a été un petit peu chapeautés. Puis l'année d'après, ils ont dit bon c'est bon, on les laisse faire, c'est bon. Et on a même trouvé des trucs nouveaux, des organisations qu'ils utilisent maintenant pour le running. Ouais. Après, mais oui, c'est une organisation quasi militaire. Hein, c'est quasi militaire. C'est une entreprise. C'est quelque chose de très hiérarchisé avec des périmètres définis et des compétences. Enfin bon, tout est fait structuré. Après. Ce qui est dommage, c'est que on rêve d'un grand trail, on rêve d'un trail de réputation nationale, et à mi-mai on pourra jamais l'avoir parce que la capacité de comment dire de coureurs dans ce village. Je me permets de te couper, mais mi-mai c'est pour info, c'est le village le plus haut des Bouches-du-Rhône qui est situé sur la chaîne de l'Étoile, qui est un massif qui est pour schématiser, entre Aix et Marseille, on va dire. Tout à fait, pardon. Oui, il fallait peut-être commencer pour ceux qui connaissent pas. Non, mais y a pas de souci. J'aurais dû préciser. Voilà. Après, c'est un village qui est presque en cul-de-sac, qui l'est d'ailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a une difficulté quand même d'organisation et qu'on peut pas aller au-delà d'un certain nombre de coureurs et d'accompagnants, et que la mairie de mi-mai nous ferme la possibilité d'aller au-delà de 600 coureurs et de pratiquement 2000 personnes sur site pour des raisons de sécurité, et puis après d'embouteillage parce que on peut. Oui, c'est un tout petit village. C'est un minuscule village en cul-de-sac. Il n'y a plus rien après le village. Il n'y a plus rien après le village. Donc, il n'y a plus que les trailers. Voilà, donc ne serait-ce qu'en termes de sécurité pour des éventuelles ambulances qui devraient peut-être faire des allers-retours et tout. Après, c'est compliqué. Voilà. Donc il y a ça, et il n'y a pas d'infrastructure sur place. Il n'y a pas de stade. Voilà. Donc c'est très compliqué quand on a un aléa météo, par exemple. Il n'y a pas de solution de repli. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Voilà, c'est très compliqué. On a eu à le gérer une fois.
C'est difficile. On y est arrivé, mais bon, c'est un exercice compliqué. Dans votre tête, vous avez un jour une idée d'organiser quelque chose de plus conséquent? Alors plus conséquent ici, il y a notre montagne à nous, c'est la Sainte-Victoire, donc ça ne pourrait être que la Sainte-Victoire. C'est quelque chose qui et puis c'est la Sainte-Victoire, c'est Aix-Attelé, c'est Aix-en-Provence. Donc dans notre périmètre, l'appellation Sainte-Victoire, ça peut être que ça. Ce trail existe, voilà, il existe. Donc, et il est pas géré par Aix-Attelé. Donc voilà. Maintenant, si je pouvais appuyer sur un bouton et je me dirais, ça serait génial de pouvoir organiser ce trail-là au sein d'Aix-Attelé. Mais c'est pas le cas. Non. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas me retrouver. J'aime pas la frontière. J'aime pas la porte fermée, quoi. J'aime pas imaginer que ça puisse pas exploser, qu'on fasse des trucs sensationnels et incroyables. Et avec ce trail, je me sens un peu enfermée. Alors il est magnifique, il est nickel, on arrive à maturité, on fait plein de choses, les gens viennent, on est à guichet fermé en général 15 jours avant. Voilà, donc tout ça c'est une grande satisfaction. Mais on peut pas rêver de plus. Parce que la configuration du terrain et les infrastructures de la mairie ne le permettent pas. Mais bon, voilà. Le seul événement marquant qui a eu lieu dans notre région, ça a été l'Ultimate Race en 2017, que Thomas Pigot a gagné d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça a pas, les organisateurs n'ont pas reconduit. Alors, c'est impossible apparemment, c'est compliqué. C'est impossible à faire un truc pareil. Alors, je dis pas que c'est impossible, parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais ils l'ont pas refait. Donc, ils l'ont pas refait. Je pense que s'ils l'ont pas refait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et pourtant, ils avaient mis la barre assez haut. Ils avaient beaucoup d'ambition sur ce trail. Enfin, Petite précision, mais c'était relié Aix et Marseille par la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume et les Calanques. Non, c'est un défi incroyable. Alors, faut savoir que c'est d'une complexité invraisemblable à monter. Je pense que les deux qui l'ont fait, ils ont réussi parce qu'ils ont un entre-gens politique absolument hors du commun. Sinon, c'est pas à notre portée. C'est pas à notre portée de pouvoir imaginer réaliser un trail comme celui-là. On peut pas reprendre ça. C'est pas possible. Enfin, je n'y crois pas. Et il n'y a pas d'ultra dans la région, il y en a très peu. Je crois le premier qu'on voit, c'est Fort-Calquier. Voilà, c'est Fort-Calquier. Le THP. Il y a Pichory aussi qui fait, je crois, Pichory, il y a un petit ultra. Mais M 80, je crois. Ouais, quand même. Ils font pas recette. Il y a pas. Le problème, c'est qu'il faut pas. C'est beaucoup d'organisations, parce qu'organiser un ultra, c'est pas rien. On multiplie la distance, donc on multiplie les bénévoles, on multiplie la complexité, on multiplie la sécurité, on multiplie plein de choses. Si on n'a pas les engagements en face, d'abord c'est décevant. Moi je trouve que prendre le départ d'un trail où on est 50, d'un ultra en plus, ça veut dire qu'on va courir quand même tout seul pendant 15-20 heures. Je vois pas bien l'intérêt. Je pense que un ultra, ça doit être fédérateur. Je vois, on va faire on va à Samoin, ou que ce soit comment ça s'appelle, l'échappée belle, ou que ce soit des trails comme ça. Oui. Je pense qu'il faut une infrastructure qui s'y prête, et il faut aussi il faut être porté aussi par le village, par la ville, par la mairie, enfin par l'endroit où se passe le départ et l'arrivée. Après, faut le voir comme une entreprise, faut le voir comme un projet, comme une affaire. Il faut pas perdre de l'argent. Faut pas perdre de l'argent parce que l'année d'après, c'est pas possible, quoi. Donc c'est vrai que l'Ultimate c'était quand même un pari. Tout le monde a arrêté de respirer, mais en se disant mais comment ils vont y arriver? Tous les organisateurs, parce que nous on sait ce que c'est qu'un budget, on sait ce que c'est les aléas d'un nombre d'inscrits qui est pas au rendez-vous. Enfin voilà, donc ça peut être très compliqué et ça on imaginait ça ça nous a pas convaincus.
Il s'avère que ça n'a pas été convaincant a priori. Nous, on n'est pas, on ne juge pas. Et même, je dirais que ces gens qui ont essayé de faire ça, respect à eux parce qu'ils ont eu beaucoup de courage et ça a été sûrement une manière de s'investir, je dirais, quand même assez respectable. Voilà. Mais aujourd'hui, si on doit mettre sur le papier des plus et des moins et regarder en bas à droite, c'est pas par là, c'est pas dans cette direction-là que j'irai. La Sainte Victoire demain matin. Voilà, demain matin, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Et parce qu'on part d'un endroit, parce qu'on fait le tour d'une montagne qui est mythique, parce que ça génère des villages qui sont autour, qui sont tous tournés autour de la Sainte Victoire et qui peuvent être fédérés autour de ça, que les collectivités sont sensibles à ça. Je parle de tous ces de Pourrières, de Puy-Loubier, de Vauvenargues, de Saint-Marc, d'Aix. On est tous autour de cette Sainte Victoire. Et là, je pense que ça pourrait être quelque chose de mythique. Mais ce trail existe déjà. Est-ce qu'il pourrait se transformer en ultra ou pas? Ça, c'est les organisateurs qui ont cette décision et cette volonté de faire. Mais ça me donne envie. Je pense qu'on n'a pas le profil d'environnement pour attirer les stars, parce que si on veut faire un grand trail, il faut qu'on ait sur la ligne de départ un Jornet, un Daen, peu importe, mais il faut qu'on ait un peu ce genre de pointure. Et aujourd'hui, on n'a pas la crédibilité, je dirais, au niveau du terrain, pour convaincre ces sportifs-là, ou tout du moins, c'est pas eux qu'il faut convaincre, c'est leur marque. C'est un peu le problème qu'on retrouve aussi en Bretagne. C'est beaucoup de trailers, mais dans l'imaginaire collectif, c'est pas une terre de trail. C'est pas une terre de trail. Alors ici, on est un peu plus, on est quand même pas défavorisé, mais on n'a pas l'aura des montagnes, voilà, des vraies montagnes. Je pense que c'est un gros handicap. Voilà. Alors peut-être, comme dit Nathalie, la Sainte Victoire, c'est un petit peu différent. Voilà, il y a l'aspect mythique. Quand je parle d'ultra, c'est j'imagine peut-être c'est pas un défi, quoi. C'est un ultra des Templiers, c'est un 105, un 110, allez, on peut monter jusqu'à un peu plus, voilà, entre 100 et 120. Mais après, faire 160 autour de la Sainte Victoire. On va vite tourner en rond. Ça fait des tours. On va vite repasser au même endroit. Et puis après, comme dit Eric, on n'a pas le terrain qui s'y prête. Alors faire un coup, la Sainte-Baume, l'Étoile, les Calanques et revenir ici. C'est-à-dire qu'on se tape des DFCI qui traversent des plaines, sans fin, des routes sans fin, puis, les autorisations. Oui, après il y a une Une organisation qui devient après complètement démentielle et puis qui use les plus motivés. Et d'ailleurs un peu la preuve, quoi, c'est que c'est pas reconduit. Eric, si tu devais nous parler de l'évolution un peu des mentalités trail ces dernières années, depuis que tu es dans le milieu du trail running, tu constates une évolution positive, négative? Moi, je trouve que c'est une évolution positive. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés et ils viennent tous chercher la même chose. Et je trouve qu'il n'y a pas de dérapage. C'est-à-dire que quel que soit le trail que tu fais, tu tombes, tout le monde s'arrête pour te relever. Tout le monde s'inquiète de ce qui peut t'arriver. Il y a une solidarité, il y a un état d'esprit. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les trailers ils s'arrêtent pour faire des photos. Ça c'est bon, à part l'élite des élites. Mais je trouve que c'est l'esprit perdure, et je pense que c'est ce qui fait le ciment de cette discipline. C'est que si l'esprit commence à se déliter, je pense que ça partira en vrille. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être de gérer notre rapport à la nature. Ça, c'est vrai, on est de plus en plus nombreux. Moi, je le vois quand on court à la Sainte Victoire, au milieu des randonneurs, le dimanche matin, bon, il y a un peu d'excès. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à rester en harmonie avec notre environnement. Et je pense que le trailer, c'est le bon profil pour ça. Voilà, moi non. Après, c'est normal que certaines courses se professionnalisent. On critique l'UTMB, bon. Oui, mais enfin, ça reste quand même l'UTMB. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a une réalité économique. Il faut vivre avec son temps. Il faut l'accepter.
est-ce que moi je suis pas contre qu'un trailer gagne et la prime d'un vainqueur du Grand Prix de Formule 1, hein. Je veux dire, pourquoi lui je pense que les efforts qui sont faits, les sacrifices valent d'être ce sport mérite d'être au niveau de tous les autres sports. C'est un peu paradoxal, le problème avec ce sport aussi, c'est que l'esprit même de la création de ce sport, c'est très décalé de tout ce qui est relations financières, argent, tout ça. Donc en fait, ça crée un décalage de base entre l'essence même de la pratique et ce dont on vient de parler. Oui. Mais en même temps, tous les trailers qu'on voit, ils aiment bien avoir la dernière paire de Hoka, d'avoir la montre GPS qui va leur donner toutes les informations sur ce qu'ils ont fait et même plus encore. Donc il y a une course un peu à l'équipement aussi. Donc ça veut dire, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est un marché. Bien sûr. Oui, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et je pense que l'état d'esprit prime encore sur l'aspect financier. On le voit hein, sur toutes les courses. Oui, ben après il y a une évolution du sport. Il y a une évolution du sport, mais je pense que l'évolution, pour moi, elle se produit pas au détriment de l'état d'esprit. Tu le confirmes? Oui, complètement, mais je pense à ces sports, je pense au VTT il y a 30 ans par rapport au vélo de route. Voilà, le Tour de France et le VTT aujourd'hui, il y a un monde, mais n'empêche qu'il commence à se recentrer et quand on voit ces champions de VTT qui à l'époque étaient des petits jeunes qui faisaient du vélo dans la forêt, il y a une évolution et avec une logique financière qui est normale. Le ski c'est exactement pareil, la voile et la planche à voile, le ski, le surf et le ski de piste, c'est des jeux de sport qui viennent en parallèle de sports qui sont très structurés autour de fédérations qui sont des anciennes fédérations et qui voient ces sports nouveaux arriver. Alors bien sûr qu'à un moment donné, j'espère d'ailleurs qu'il y aura autant d'argent chez les uns que chez les autres, parce que c'est pas normal qu'un champion de VTT gagne moins que le champion du Tour de France, et c'est pas normal aujourd'hui. Et encore que dans l'athlé, c'est encore pas pareil. Mais on gagne pas tant que ça dans l'athlé. Hein. Mais voilà, celui qui gagne l'UTMB aujourd'hui, je sais pas quelle est la prime au premier. Tu le sais? Je sais pas. Je connais à peu près la prime sur le Golden Trail Series, mais c'est des circuits privés, donc mais ça c'est quelques milliers d'euros. C'est quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros. Voilà, c'est insignifiant. Alors après, est-ce que l'argent va devenir le nerf de la guerre? Je sais pas, mais quand je vois ces trailers qui donnent tout et qui sont des semi-professionnels ou pratiquement des professionnels, mais qui peuvent pas vivre parce que ils ont pratiquement pas de quoi manger. Enfin, c'est une vision de l'esprit, hein. Mais c'est pas normal non plus. Donc après, on peut pas d'un côté décrier cet aspect financier qui vient dans un sport où on fait que c'est pas la maison des bisounours, quoi. On fait pas que regarder les papillons aussi. Les Hoka, faut bien aller se les acheter. Le GPS aussi, faut bien la payer. Bien sûr. Voilà. Donc, tout ça, c'est un équilibre à un moment donné qu'il faut savoir accepter. Et c'est là où l'évolution d'un sport fait que, on arrive à un professionnalisme, qui demande quelque part, des primes, de l'argent et de gagner sa vie. C'est normal. Après, moi, je vois on a la chance tous les ans d'avoir, donc une nouvelle génération qui arrive, hein. On a 50 nouveaux adhérents qui arrivent, donc c'est en général des regards neufs sur le trail, et ce regard est toujours le même, c'est-à-dire ils viennent chercher vraiment cette chose, ce rapport à la nature, cette authenticité, cette convivialité, et puis un peu de dépassement de soi, bien sûr, même beaucoup. Mais voilà, c'est un peu les ingrédients qu'on va retrouver les socles sont et qui se répètent d'année en année. Je veux dire, il n'y a pas de dérive.
Les socles de l'esprit trail sont, oui, d'après vous, sont bien là. Ouais. Après nos grands champions, ils ont encore cette attitude, cette culture, cet ADN. On le voit à l'arrivée des courses, on les voit sur les podiums, on le ressent à travers leurs discours, à travers leurs articles. C'est quand même des gens qui sont profondément touchés et passionnés quand on voit qu'ils peuvent encore arriver sur des lignes la main dans la main avec le second qui était 10 mètres derrière, ils l'attendent, ou 10 mètres devant. Enfin voilà quoi, c'est pas ce qu'on peut voir dans d'autres sports ou même à d'autres niveaux bien moindres, hein. Non, je pense que il y a quand même un esprit qui est cimenté par cette valeur qui est l'essence même du trail. Après, il y a de l'argent dedans, un peu plus, bien sûr, mais j'espère qu'il y en aura encore un peu plus pour qu'ils arrivent à un moment donné à gagner leur vie correctement et à s'entraîner correctement. Très bien. Et avec Satelet, on va les élever dès tout petits, puisque cette année, nous avons créé une section trail jeune. Oui. Pour partir de 6-7 ans jusqu'à 17 ans, parce que c'est une pratique qui est très encadrée au niveau compétition, hein, on peut pas dépasser certaines distances, et on a beaucoup de parents qui font du trail, qui ont dit mais qu'attendez-vous pour créer une section trail? Donc on a lancé ça cette année. Ça démarre tout doucement parce que c'est nouveau. Là aussi encore, il a fallu imposer nos idées au club, parce que le trail jeune, c'est une spécialisation, ça plaît pas, c'est pas dans l'esprit de l'athlète. Voilà, bon, on le tente quand même, on verra bien, mais et encadré par toujours Expert Trail, Thomas et Olivier, donc vraiment encadré par des professionnels. 3 coachs. Et moi j'en fais partie aussi puisque je suis en stage aussi le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et je suis absolument convaincue dans 5 ans, je suis convaincue de la réussite de ce sport pour les jeunes. J'en suis convaincue. Donc c'est un peu compliqué au départ, comme tout ce qui se débute et qui commence. Je pense qu'on est vraiment précurseur des précurseurs, parce que là rien n'existe. Il y a très peu de. Ah, c'est le désert total, c'est un vide total. Ouais. Mais je pense que ça peut ça peut fédérer sur une 2e année ou une 3e année vite une augmentation du volume de licenciés et après une émulation, parce que pour les jeunes il faut qu'il y ait de l'émulation quoi. Il faut qu'il y ait l'émulation, il faut qu'il y ait des petites courses, et c'est pour ça que d'ailleurs Thomas a suggéré à ce que au trail de mi-mai on rajoute une course pour les enfants. Donc c'est ce qu'on va faire avec un trail, bien sûr. Oui, un petit trail pour évidemment, pour promouvoir cette section jeune, et puis pour montrer, pour qu'il y ait une vitrine aussi sur un événement où il y a quand même à peu près 1000 personnes, de faire un peu la pub de cette section jeune, et en espérant qu'à la rentrée prochaine il y ait un peu plus de monde. Alors je tiens à saluer Guillaume Prax, qui est le fondateur de l'école de trail, et je crois savoir que vous faites partie du réseau école de trail pour ces 2 sessions-là. Et moi, pour y participer à l'heure actuelle, je vous confirme que ce sont vraiment alors il y a les petits de 6 à 12 et les ados de 12 à 17, et je me régale. C'est du bonheur. Vraiment, c'est essayer de transmettre les bonnes pratiques, essayer de transmettre les premières bases de cette pratique-là, c'est juste le pied. Voilà, donc merci de me faire participer aussi à cette aventure-là. J'espère que vous dites que ça va aboutir à, je pense aussi quelque chose de, ça va être quelque chose. Oui, je suis convaincue parce que les jeunes aussi aujourd'hui sont ouverts vers l'extérieur, et puis cette notion de voilà, on a passé l'ère jeux vidéo, faut aller. C'est pas fini. Oui, mais je veux dire, on revient à des fondamentaux. Ouais. On revient à une certaine conception de l'écologie, à un respect de la nature, un respect de notre manière de vivre. Et c'est juste une ligne aujourd'hui qui est tracée, et le trail vient vraiment corréler à cet état d'esprit. Et c'est important. Et je pense que les parents sont très sensibles à ça. Et je suis convaincue que ça va marcher.
Je suis convaincue. Bon, faut un peu attendre. Je suis persuadé aussi. Parfait. En tout cas, c'est une très très belle initiative. Et avant de terminer notre entretien, Eric, si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Pour terminer. c'est le choix libre. C'est ton moment. C'est le choix libre. Moi, ma question, ça va être comment on va avancer maintenant. Voilà. Ça, c'est mon gros point d'interrogation. Pour une fois, j'ai pas trop anticipé parce que je dirais qu'on est sur une affaire qui roule, on va dire. Hein. On a bien rodé cette section. Elle est bien cadrée maintenant. Elle a un bon rythme. On a un socle d'adhérents qui est solide. Je veux dire, bon, on est dans une phase où on n'a pas trop de questions à se poser et justement, il va falloir qu'on s'en pose. Mm-hmm. Voilà. Donc prévenir, c'est voilà. Gouverner, c'est prévoir. Faut qu'on anticipe là. Et ça me plaît. Nathalie, toi? Moi, c'est toujours dans la construction de la pierre qui vient derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 150. Alors, je rejoins Eric. On va être 200 et 250. Comment on va le construire? Avec qui? Et qui va fédérer ça? Voilà, ça sera dans les années qui vont venir. On est là encore pour quelques années, mais on aimerait tellement qu'il y ait quelqu'un qui se mette à côté pour à terme passer devant. Et le terme, il est pas le long terme, il est à court et moyen terme. Et ça, on est prêt à accompagner, on est prêt à aider, mais on est prêt à reculer aussi pour laisser passer d'autres personnes devant. Et c'est ce qui fera la continuité de la section et ce que je rêve pour le trail de Mimé, qui est assez difficile dans ce contexte. Il est complètement ouvert dans la section parce qu'on est au sein d'un club qui aujourd'hui a 1500 licenciés, avec des salariés et une volonté de croître qui est affirmée. Donc la section, il faut qu'elle continue. Mais il faut que ça aille au-delà de ce qu'on a fait. Et pour aller au-delà, il faut du 109. Et on attend avec impatience de trouver le 109. Voilà. Message passé. Très bien. Merci beaucoup. Nathalie, Eric, merci énormément pour votre accueil, pour merci ce Nicolas. moment. Ce moment. C'est la première fois qu'on se prête à ce jeu. En tout cas, ça a été. Oui, alors après, nous, on est tellement passionnés par ce sujet qu'on pourrait parler sans s'arrêter toute la nuit. Moi, là où je suis ravie, c'est de trouver des gens comme toi qui ont cette même passion et cette même volonté de faire avancer le trail. Alors par ces blogs, par ce bénévolat, par ces examens que tu es en train de passer et qui te font avancer dans ta reconversion, par notre volonté à nous de faire continuer avec nous et puis sans nous pour que ça perdure. Et je trouve que tous ces gens qui sont passionnés par cette même qui sont fédérés par cette même passion, je dirais. Et ben ça, c'est ma satisfaction. Alors surtout, merci à toi, parce qu'à l'âge que t'as, tu vas passer devant nous, et on l'espère. Et merci à toi de nous avoir permis de parler pendant 2 heures de notre passion et de nous avoir fait nous retrouver aussi sur des souvenirs qu'on avait un peu oubliés, sur des années qui étaient plus derrière, ouais, parce que on anticipe toujours ce qui va devant et ça a été un moment très agréable. Donc merci à toi Nicolas. Avec plaisir. C'était un moment très agréable et vraiment merci beaucoup pour votre accueil et pour avoir été aussi transparent sur tous les aspects de votre pratique, parfait. De la gestion du club, de la gestion du trail de Mimé, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour les années à venir, pour pourquoi pas un autre trail ailleurs, je sais pas. Pourquoi pas. Mais en tout cas, merci encore une fois de votre accueil et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci Nicolas, allez, merci beaucoup. Salut. Merci bien. À moi. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast, mais vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois. Vous trouverez sans aucun souci le lien sur tous les moyens de communication.
J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Trail Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!